Merci de nous retrouver ici à Brazzaville. Nous sommes sur les routes de la présidentielle du 21 mars 2021 et nous avons l'honneur d'avoir Adaf Mafoula qui est candidat à cette élection présidentielle face à Denis Sassou Nguesso, tout comme 5 autres candidats en lice. Nous avons le plaisir de vous recevoir. Merci d'être là. Je vous en prie. C'est un entretien qui va être articulé autour de 3 axes. D'abord, la relance économique que vous promettez aux Congolais dans un contexte qui est extrêmement délétère, avec notamment la crise à coronavirus qui a réduit considérablement le pouvoir d'achat des plus faibles. Aujourd'hui, vous promettez une relance, notamment par une transformation locale des matières premières qui devrait permettre de dégager des emplois. Nous allons en parler, avec les contraintes, bien sûr, qui sont liées à cela. Nous allons toujours, dans le cadre de cet entretien, évoquer la réforme de la justice, parce que vous êtes pour un État qui soit fort et juste. Et pour être juste, il faut de la justice. Et vous promettez notamment une réforme du Conseil de la magistrature suprême qui devrait permettre d'avoir une justice plus indépendante. Nous allons en parler aussi avec les contradictions qui s'y trouvent. Et pour sortir, bien sûr, nous évoquerons la diaspora congolaise, celle-là qui aujourd'hui vous regarde et qui aimerait savoir quel pourrait être l'avenir. Merci une fois de plus. Mais pour commencer, d'abord une première question directe. Pourquoi avoir accepté, décidé plutôt de vous faire porter par le mouvement Nouvelle Ère, qui est une plateforme de plusieurs associations, y compris votre parti, justement les souverainistes. Pourquoi n'avoir pas été candidat de votre parti, les souverainistes? Parce que le rendez-vous présidentiel est un rendez-vous entre un homme et le peuple. Alors je n'ai pas voulu être le candidat d'un parti. J'ai initié la création de Nouvelle Ère, c'est pour permettre à tous les acteurs qui ne sont pas dans mon parti politique d'avoir la possibilité d'apporter la pierre à la construction de l'édifice que nous voulons. Donc je n'ai pas voulu porter le parti qui est les souverainistes, parce que je dis que c'est le rendez-vous avec les Congolais et donc je permets à tous les Congolais, parce que Nouvelle Ère c'est une plateforme qui regroupe en son sein les partis politiques, les associations, les individualités. Et donc, au fait, c'est un grenier de ceux qui vont diriger le Congo demain. Et je n'ai pas voulu le faire avec le parti, tout simplement. Pas à l'image de ceux qui ont l'habitude de se présenter avec leur parti. Et puis, la gestion du pouvoir, ça va se faire avec leur parti. Moi, je suis un audacieux. Et je pense que l'audace, c'est aussi la capacité à s'ouvrir aux autres. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dans notre pays des intellectuels qui, demain, peuvent bien être dans la composition de notre gouvernement. Mais je ne voudrais pas que le parti soit là pour dire « Ah non, il n'est pas de notre bord politique ». Je vous prends, il y a des intellectuels comme M. Tiengue Tiengue, il y en a comme Mme Francine Toumi, il y en a un autre qui est écrivain, Alema Bankou. Ce sont des personnes qu'aujourd'hui on peut solliciter leur contribution. Et puis pourquoi pas, si demain le peuple congolais me choisit pour être le président, je pourrais aller vers ces personnes-là pour leur demander d'apporter leurs compétences dans le gouvernement. Donc ce qui fait que je ne voudrais pas avoir le plan avec le parti. Je suis un candidat indépendant porté par le parti et puis la plateforme Nouvelle Ère. Évoquons maintenant l'économie et la promesse qui est faite ici d'une relance, je dirais parfaite, qui permettrait rapidement aux Congolais de pouvoir tourner la page d'une crise financière qui a été couplée à une crise sanitaire qui est venue aggraver les choses. Vous dites aujourd'hui que vous allez relancer très rapidement, mais comment relancer quand on sait que le Congo a une dette qui atteindrait aujourd'hui les 115% du PIB selon Global Witness et que la norme communautaire, même au sein de la CEMAC, plafonne justement l'endettement des États à 75% du produit intérieur brut? Question directe, où allez-vous trouver l'argent pour relancer cette économie congolaise? Il ne s'agit pas d'aller trouver l'argent. Ce n'est pas une question d'aller trouver l'argent. C'est d'abord de créer des conditions. Parce que dans notre pays, nous n'avons pas assez. Les conditions ne sont pas au fait fiable pour les grandes entreprises. Il y a des multinationales qui sont un peu partout, ce que nous appelons par les investissements directs étrangers, mais qui ont besoin de venir investir dans notre pays, mais ils ont besoin de voir quelques éléments qui vont les attirer. Je veux parler de la stabilité politique, je veux parler de la justice dans notre pays, je veux parler de plein de choses. Donc quand je dis cela, c'est parce que je sais
que nous devons ouvrir effectivement notre économie pour qu'il y ait une véritable concurrence. Et je sais qu'il y a les entreprises qui sont déjà dans notre pays, qui ont la capacité de le faire, mais parce qu'ils ont en face d'eux un pouvoir qui est plutôt en connivence, ils ferment le marché, ils n'ouvrent pas, la concurrence n'y est pas. Mais moi, je viendrai pour ouvrir la concurrence. Et quand je le dis, je sais que nous sommes dans un domaine économique, et ce domaine-là, il y a ceux qui vont venir par le service, il y en a qui sont dans l'exploitation de nos produits de matières premières. Mais comme je l'ai dit, il y aura une loi qui sera votée, une loi d'équité économique qui va obliger donc, les entreprises qui exploitent le sol et le sous-sol de transformer 30% de leur production en produits finis. Je crois que ça va le faire parce que je vais ouvrir le marché. C'est-à-dire, celle qui est là, qui ne veut pas le faire, bah, une autre entreprise pourra venir pour le faire. Parce qu'on est dans un pays où les jeunes n'ont pas d'emploi. Alors, je fais comment? Je deviens président et je laisse les choses s'envenimer. Je viens pour créer des conditions pour qu'on arrive à solutionner les problèmes. Donc ça va le faire. La dette, elle est là. Nous allons trouver aussi des moyens de payer nos dettes. Parce que oui, il faut que nous soyons un État responsable. Nous allons payer nos dettes, mais nous allons quand même réévaluer, voir avec les créanciers pour voir comment est-ce que nous pouvons aller petit à petit payer la dette et puis relancer notre économie. Il y a aussi le secteur agricole que le pouvoir en place n'a pas mis en valeur. Aujourd'hui, nous savons qu'un pays, pour le développer, il faut chercher à savoir où est-ce que nous sommes forts. Nous avons déjà des terres, nous avons des hommes. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut exploiter les ressources que nous avons, donc les terres que nous avons et les hommes que nous avons. Je pense que ça peut le faire. Et lorsque vous avez un président courageux qui veut que ça change, il donnera les moyens nécessaires pour le faire. Le président Denis Sassou Nguesso, président sortant, promet exactement, ou alors peut-être un peu plus que vous, il parle de faire monter très rapidement en puissance une classe moyenne congolaise qui viendra réduire notamment les injustices sociales qui ont été dénoncées. Il dit s'appuyer sur une expérience et un relationnel international extrêmement puissant pour rapidement mobiliser les ressources. Il promet aussi de transformer l'agriculture dans cet élan d'investissement nouveau. Alors, est-ce que quand vous l'écoutez le soir à la télévision, vous ne vous dites pas quelque part que c'est vous, mais avec de l'expérience en plus? Les promesses, toujours les promesses. C'est ça la politique. C'est-à-dire, on fait des promesses et puis à la fin, on ne réalise pas ces promesses. Tellement on n'évalue pas ces promesses. Mais quand le président sortant, M. Denis Sassou Nguesso, parle comme ça, il oublie que ça fait 37 ans qu'il est là. C'est-à-dire, je ne vois pas comment est-ce qu'il va encore continuer à faire des promesses. Mais je l'ai suivi il n'y a pas très longtemps au cours d'une rencontre avec les Congolais. Il avouait, c'était un aveu d'échec pour dire qu'il a honte. Il a honte parce qu'il n'a pas pu arranger le problème du panier de la ménagère. Il a honte le fait que l'agriculture aujourd'hui n'est pas ce qu'elle devait être. Il a honte également que le Congo dépense plus de 600 milliards pour les importations des produits alimentaires. Donc aujourd'hui, si le président dit qu'il peut encore faire quelque chose, moi je dis non, il ne peut pas. Et lorsqu'on veut parler de l'expérience, parce que oui, l'expérience, il faut toujours commencer quelque part, mais l'expérience, il y a une bonne, il y a une mauvaise. Je crois que l'expérience du président sortant, M. Denis Sassou Nguesso, cette expérience, c'est l'expérience de manque d'eau, l'expérience de manque de travail, l'expérience de l'insécurité où les jeunes sont devenus des bébés noirs, l'expérience où nos mamans n'ont plus de quoi vivre, l'expérience où nos enfants, nos jeunes filles accompagnent leur maman au marché pour vendre, des fois dans des rues, parce que, bah oui, il faut aider maman. Ça, c'est l'expérience du président sortant. Mais aujourd'hui, nous avons vu que le président sortant est fatigué. Et je suis navré de le dire, je pense qu'on le pousse à bout. Le peu de souffle, le peu d'énergie qui lui reste, il devrait l'utiliser pour autre chose. Il peut aller s'asseoir et puis peut-être il servira pour des conseils. Mais s'il nous dit qu'il peut faire quelque chose, bah, il ne ment pas à moi, il ne ment pas aux Congolais parce qu'il y a un bilan de 37 ans qui parle déjà plus fort que les mots qu'il utilise. Quand on parle du président Denis Sassou Nguesso ici en Afrique centrale, on voit les projets intégrateurs de la CEMAC.
Rappelez que c'est le champion justement de ces projets intégrateurs. Il a beaucoup travaillé pour mobiliser les ressources vers cette sous-région pour qu'elle soit plus ouverte, plus connectée. Rappelez qu'elle est la plus enclavée d'ailleurs au monde, Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui a permis, par exemple, à ce corridor numéro 13 qui va de Pointe-Noire jusqu'à Djamena, de se mettre, enfin de prendre de l'ampleur progressivement avec une compétitivité du port de Pointe-Noire qui se retrouve dopé. Il promet par là de faire venir les denrées alimentaires de la sous-région pour nourrir d'abord les Congolais en attendant justement qu'il y ait une solution locale forte qui se développe. Mais vous vous dites, on va développer cette agriculture tout de suite, mais comment comptez-vous vous y prendre? Vous aimez beaucoup parler du président sortant, M. Sassou Nguesso. Qui est votre, enfin, qui est en face de vous. C'est votre. Bien évidemment. Mais moi aujourd'hui, je ne veux pas rester longtemps sur la personne de M. Sassou. Parce que je vous ai dit, 37 ans, les Congolais ont vécu des choses avec lui. Il y a forcément des choses qu'il a fait qui va être à son actif, mais il y en a qui sont aussi à son passif. Et bien, je crois que les Congolais aujourd'hui ont besoin que ça change. Et il est conscient, même si on ne lui dit pas la vérité, je crois que lui-même, il est conscient. Donc les promesses pour un président qui a déjà géré pendant 37 ans, non, on ne prend pas. Et aujourd'hui, vous parlez des réalisations. Les réalisations, il faut aussi les évaluer. Combien nous avons eu comme PIB? Et il faut regarder, c'est comme, on vous donne un exemple simple, on vous dit, vous avez 100 000 aujourd'hui et vous avez un besoin de 50 000, vous dépensez 1 000 francs. À ce moment-là, il faut expliquer où est-ce que vous avez laissé les 99 000. Je vais vous rappeler une chose, que le président, c'est lui avec son ministre de Finances, M. Gilbert Ndongo, qui nous disait qu'il y avait 14 000 milliards pour les générations futures. Donc ça, aujourd'hui, on ne sait pas où ça se trouve cet argent. Donc si les 14 000 milliards se sont volatilisés, ça veut dire que pour le président de la République, les générations futures aussi se sont volatilisées. Donc moi, je ne veux pas rester dans des promesses, je ne veux pas rester sur la personne du président Sassou. Aujourd'hui, je veux solutionner les problèmes des Congolais et ce n'est pas M. Sassou qui va le faire parce qu'il a eu le temps suffisamment pour le faire, il a eu les moyens pour le faire. Aujourd'hui, il n'a plus de moyens, il a endetté le pays et il ne peut pas venir avec des promesses, il ne peut pas. On n'est pas idiots, on sait ce qui se passe dans notre pays. Et moi, je vous dis qu'avec de la volonté politique, nous allons le faire. Nous allons le faire, nous allons créer les conditions pour que notre pays puisse avoir une économie relancée. Une économie relancée, cela passe par l'industrie particulière, notamment la transformation qui doit s'installer impérativement au Congo, ça manque. Et vous avez dit tout à l'heure que vous allez imposer aux entreprises d'installer des chaînes de production sur place pour une transformation locale des ressources naturelles du Congo, ce qui doit donner de l'emploi aux jeunes. Le président Ali Bongo Ondimba, quelques années plus tôt, avait déjà tenté une telle expérience, mais après on a vu que ça a été presque un échec parce que les entreprises déplorent au passage les frais assez importants qui doivent être investis pour ramener des chaînes d'assemblage, notamment bien de transformation, et un accompagnement de l'État qui est quasi absent. Alors comment allez-vous faire pour qu'une entreprise qui fait son chiffre d'affaires et son bénéfice en exportant des matières premières puisse très rapidement installer sur place une chaîne de production? Il y aura forcément des avantages. Nous avons parlé des avantages. Et après, quand vous me parlez du président Ali Bongo, moi je ne m'appelle pas Ali Bongo, moi je m'appelle M. Mafoula. Donc l'expérience du président Ali Bongo ne sera pas forcément l'expérience, les obstacles de M. Ali Bongo ne sera pas forcément nos obstacles. Moi, je vous ai dit qu'il y aura des avantages qui seront accordés à ces entreprises-là et je vous ai dit que je vais laisser le champ libre, c'est-à-dire quand je parle de la concurrence pure et parfaite. Toutes les entreprises qui auront les capacités, les financements pour le faire, viendront le faire. Permettez qu'on évolue dans l'entretien d'Av Mafoula. On va cette fois-ci aborder cette réforme de la justice que vous annoncez, parce qu'un État juste, un État fort doit être un État juste. Mais vous promettez une sortie de l'exécutif, justement du judiciaire. Ce sera une grande première en Afrique centrale quand on regarde les constitutions, justement, les configurations avec ces deux pouvoirs dans les autres pays de la sous-région. Vous allez là perdre un levier important, justement, de contrôle qui, quelque part, peut même permettre de garantir la stabilité et la paix et la cohésion sociale. Alors, une fois sorti, comment garantir que les individus à qui vous allez, ou alors les personnalités à qui vous allez confier cette justice ne la mettront pas plutôt à leur propre commandement? Vous savez, lorsqu'on parle de la justice, c'est pas le propre des Africains. Ce n'est pas les Africains qui ont conçu la justice.
Celui qui a conçu la séparation du pouvoir, c'est Rousseau. Rousseau, il a parlé du pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et dans la séparation, beaucoup se sont dit non, on ne peut pas laisser sans contrôler. C'est ça qui tue notre Afrique, tout simplement parce que l'exécutif veut toujours contrôler. Hein? L'exécutif, il y a le président, il y a le Premier ministre, donc il contrôle l'exécutif, il préside cela. Le législatif, il y a le président du Sénat, il y a le président de l'Assemblée, et puis vous voulez que la justice soit encore présidée par le président de la République et le ministre de la Justice. Non, le problème dans notre pays, c'est que la politique veut être partout, mais la justice doit être indépendante et il faut assurer l'indépendance de la justice. Voilà pourquoi j'ai dit que chaque pouvoir va être présidé par quelqu'un qui est au sein de ce pouvoir. Donc au sein de la justice, il y aura le président de la Cour suprême, c'est lui qui prendra la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Mais il faut également laisser les magistrats faire leur travail sans pour autant qu'il y ait toujours d'entraves politiques. Et donc si le contrôle est politique, forcément le verdict aura la coloration politique. Mais moi je voudrais et je souhaite vraiment que demain j'arrive là et je rends la justice indépendante et comme ça on pourra être capable de dire que s'il y a un problème entre Congolais, même avec un ministre, un Congolais lambda avec un ministre, on sait que si c'est le Congolais lambda qui a raison, bah, il aura raison. Mais si c'est le ministre qui va appeler son collègue pour dire j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider? Et puis bon, le ministre de la Justice qui va appeler les magistrats pour influencer, à ce moment-là, on va continuer, mais dans un pays où personne n'aura confiance à la justice. Moi, je veux redonner confiance aux Congolais vis-à-vis de notre justice. Si on va toujours prendre des exemples pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre plus facilement, aux États-Unis, pour garantir justement l'indépendance des membres de la magistrature suprême, on a mis en place des nominations à vie de ceux-là qui deviennent donc les piliers de la justice. Est-ce qu'au Congo, c'est ce que vous allez faire vous-même, c'est-à-dire nommer des membres du Conseil pour le reste de leur vie? Non. Ça c'est un modèle américain, ça marche chez eux. Ok, mais chez nous, nous allons regarder. Moi, je parle d'abord du collège. Le collège des magistrats, c'est eux qui vont décider. C'est une sorte de démocratie au niveau de la justice, parce que nous parlons de la justice. Donc, forcément, des questions de démocratie, ce sera à eux de choisir qui va prendre la tête du Conseil supérieur de la magistrature. Moi, je viens vraiment pour démocratiser beaucoup de choses. Et comment les rendre dans ce cas-là incorruptibles? Alors, le problème de la corruption, c'est parce qu'il y a... Parce que l'argent plaît à tout le monde, nous sommes en Afrique. Je comprends, mais je vous ai dit que le problème de la corruption, c'est parce que nous avons un problème de l'autorité de l'État. Il y a lui qui est indépendant, qui est dans la justice, il doit faire en sorte de restaurer l'autorité de l'État. Et s'il est dans la corruption, la loi va commencer par le frapper. Il faut que la loi frappe ceux qui ont fait un acte, c'est tout. Évoluons à présent pour entamer le troisième axe de ce plateau. Cette fois-ci, nous allons évoquer bien sûr la diaspora congolaise, celle-là qui regarde et qui se demande qu'est-ce qui pourrait changer dans un pays. Ils sont nombreux en exil qui attendent depuis très très longtemps et qui ont même d'ailleurs perdu espoir, tout espoir d'un retour demain ici au Congo. Vous les regardez et que leur dites-vous concrètement par rapport à l'avenir? Déjà, moi, ce que j'ai proposé pour la diaspora, c'est déjà de considérer tous les Congolais qui sont à la diaspora. Ceux qui sont à la diaspora pour des raisons politiques que vous avez évoquées, donc les exilés, ils vont revenir dans leur pays parce que moi je n'ai pas de problème avec des gens qui sont en politique. Je viens, j'ai dit à un de vos confrères que ce que je mets en avant c'est l'amour pour ce pays. Je crois que l'amour est capable de résoudre toutes les équations congolaises. Donc pour ceux qui ont quitté le pays pour des raisons politiques vont revenir dans notre pays. Mais puisqu'il y en a qui sont là-bas pour des raisons plutôt sociales et tout, mais la diaspora, le Congo doit compter sur la diaspora. Nous sommes dans un pays où nous n'avons pas assez de capacité de financement. C'est-à-dire, je veux vous parler de l'épargne nationale. On n'en a pas assez parce que les Congolais ne travaillent pas. Donc l'épargne nationale pour relancer l'économie, ça va être difficile d'en trouver. Mais nous avons nos compatriotes qui sont à la diaspora, qui ont également cette capacité de financement. Mais si on ne crée pas des conditions pour eux, à ce moment-là, ils ne viendront pas. Donc moi, je fais en sorte qu'il y ait d'abord un ministère qui va s'occuper que des questions des citoyens qui sont
au niveau de la diaspora, et parce que nous parlons de la réduction des institutions de la République, je réduis le nombre des députés, donc les circonscriptions électorales, mais on va en créer une circonscription électorale pour ceux de la diaspora, parce que ce sont nos compatriotes qui doivent être représentés au niveau de l'Assemblée nationale pour voir effectivement comment est-ce que nous pouvons prendre en considération les problèmes de la diaspora et surtout comment faciliter ceux de la diaspora de venir investir dans notre pays dans les domaines que j'avais cités, l'habitat, le loisir, l'alimentation. On ne saurait sortir de cet entretien sans évoquer le cadre justement dans lequel se tient cette élection. Vous êtes sur les routes, vous êtes optimiste. Doit-on dire ici que vous faites entièrement confiance au code électoral par exemple et au système et à l'organisation même de ce processus de telle sorte que l'on ne s'attende pas à ce qu'il y ait une plainte de votre part si jamais vous n'étiez pas vainqueur? Je fais confiance aux Congolais. Chaque jour, je quitte ce lieu pour aller discuter avec les Congolais, pour leur dire allez-y voter. Dans les bureaux de vote, il y aura aussi des Congolais. Mes délégués sont des Congolais. Donc je fais d'abord confiance à l'homme. Et quand je vais dire à l'homme va surveiller, il ira surveiller. Quand je vais dire à l'homme va voter, il ira voter. Le système électoral dans notre pays, nous le savons, en Afrique, on ne crée pas des conditions d'une bonne démocratie. Heureusement que j'arrive pour créer ces conditions-là. Mais je fais confiance à ceux qui vont travailler avec moi dans les bureaux de vote. Je fais confiance aux Congolais qui vont aller voter massivement pour le changement. Et la suite, on verra. Il n'y aura pas un système électoral qui sera capable d'arrêter un peuple qui a une décision d'aller changer les dirigeants. Voilà. Dave Mafoula, nous vous souhaitons donc bon vent. Nous essuie la télévision panafricaine, nous sommes sur les routes. Très certainement qu'on vous retrouvera un peu plus tard dans le cadre des campagnes justement de cette présidentielle dont le premier tour se tient le 21 de ce mois de mars. Monsieur, je suis là pour vous. Et voilà, cet entretien est à présent terminé, mais n'oubliez pas, la télévision panafricaine est sur les routes. Encore plus de candidats, encore plus de Congolais, tous prendront la parole sur nos antennes pour vous permettre de comprendre les principaux enjeux de cette élection présidentielle.